Dans la première vidéo ouverte au public, nous avions vu la première partie du module coaching et attitude, à savoir qu'est-ce que le coaching, étymologie et histoire du coaching et les précurseurs du coaching. Dans cette deuxième vidéo, nous allons étudier le jeu intérieur, les principaux types de coaching et les autres pratiques. Nous avons déjà vu le jeu intérieur, et comme quoi, il y a toujours un jeu interne joué dans votre esprit, peu importe à quel jeu externe vous jouez. Et comment vous jouez à ce jeu fait généralement la différence entre le succès et l'échec. J'aimerais y revenir pour vous apporter encore plus d'explications. Prenons comme cas de figure une personne qui parle en public. Son jeu interne, c'est ce qu'elle pense d'elle-même, ce qu'elle pense de ce qu'elle fait et ce qu'elle pense du contexte quand elle parle en public. Le jeu interne, donc, c'est ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Si elle pense qu'elle est capable de bien parler et qu'elle a confiance en elle, tout se passera très bien au niveau de son jeu externe, c'est-à-dire ce qui apparaît d'elle, son comportement, sa communication verbale, non-verbale et paraverbale. Son niveau de performance est élevé puisque son niveau d'ingérence est à 0 au plus bas, donc elle exploite son potentiel au maximum à 100%. Le mot ingérence vient du verbe ingérer qui veut dire absorber, avaler, ingurgiter. Ici, au sens figuré, ce sont les pensées avec lesquelles nous alimentons notre esprit. Quand l'ingérence est élevée, comme le cas par exemple de quelqu'un qui a des pensées négatives à propos de sa propre personne, de son potentiel et du contexte qu'il vit, automatiquement son potentiel baisse et sa performance de même. Nous, en tant que coach, nous allons aider la personne à développer son potentiel et à réduire au maximum son niveau d'ingérence, c'est-à-dire ses pensées négatives. Nous avons plusieurs techniques pour cela et que nous allons découvrir tout au long de cette formation. Les principaux types de coaching sont le coaching de vie ou life coaching, coaching d'entreprise ou d'affaires, coaching d'équipe, coaching de groupe et le coaching sportif. Après, il y a bien sûr le coaching d'adolescents, le coaching scolaire, le coaching de couple, le coaching parental et nous entendons de plus en plus de nouvelles appellations comme le coaching quantique qui est relatif à la loi d'attraction, le coach en image relatif au relooking, le coach de séduction pour trouver l'âme sœur et la liste n'est pas exhaustive puisqu'elle s'allonge au fil du temps comme cela a été le cas pour le marketing et ça l'est encore. Le coaching de vie ou le life coaching, c'est coacher une personne pour atteindre un objectif personnel ou professionnel, sans que cela soit prescrit ou financé par l'entreprise où elle travaille. La relation est donc bipartite entre le coach et son coaché. Tandis que le coaching d'entreprise, la relation est tripartite, puisqu'elle fait appel à un prescripteur du coaching, par exemple l'employeur ou le supérieur hiérarchique, et le bénéficiaire du coaching, c'est-à-dire le coaché. La troisième partie, bien sûr, c'est le coach. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la déontologie de notre métier de coach, il nous est interdit de donner un rapport écrit du coaching effectué à l'entreprise, car quel que soit ce rapport, l'entreprise peut l'utiliser contre le coaché. Cette relation tripartite, nous la retrouvons notamment dans le coaching d'adolescents et le coaching scolaire, puisque ce sont les parents de l'enfant ou de l'adolescent qui sont les prescripteurs du coaching. Que ce soit un coaching d'entreprise, d'adolescent ou scolaire, quand la relation est tripartite, il est indispensable d'une part de respecter la confidentialité de toute discussion qui se déroule entre le coach et l'une des deux autres parties et d'autre part, veiller à ce que les objectifs à la fois du prescripteur et du coaché ne portent préjudice à aucune partie.
Par exemple, il peut arriver que dans un coaching d'entreprise, le coaché vous demande de l'aider à trouver un meilleur emploi en dehors de l'entreprise qui lui finance son coaching. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de refuser et d'expliquer au coaché que, en tant que coach, nous sommes tenus de ne travailler que des objectifs qui respectent l'intérêt à la fois du prescripteur et du coaché. Toutefois, nous pouvons aider le coaché à surmonter toute difficulté au niveau de sa vie personnelle, car s'il est par exemple stressé en famille, cela peut retentir sur la qualité de son travail, et donc cela respecte bien l'intérêt du coaché, celui du prescripteur du coaching. Il est important par ailleurs de préciser au coaché que toute discussion entre vous deux restera confidentielle et qu'en tant que coach, vous êtes tenu par le secret professionnel. Quant à l'information à remonter au prescripteur, vous vous mettrez d'accord ensemble sur quelle information lui remonter. Dans le coaching d'équipe, nous aidons les membres d'une même équipe de travail à réaliser leurs objectifs. Donc, nous allons aussi les aider au niveau de la cohésion, de l'entente et de la bonne coordination entre eux et avec les services concernés par la réalisation de leurs objectifs de travail. Le coaching de groupe, c'est quand nous coachons un groupe de personnes qui ne travaillent pas ensemble, mais qui souhaitent atteindre un même objectif, par exemple, augmenter leur confiance en soi. Coaching et les autres pratiques. Le coaching se distingue du mentorat par le positionnement. En coaching, l'accompagnateur, le coach, se situe aux côtés de la personne accompagnée, le coaché, dans une position d'égalité. Un mentor est généralement un supérieur hiérarchique ou un expert dans le domaine où il va jouer le rôle de guide et agit dans le cadre de fonctions plus spécifiées et qui touche un certain domaine d'expertise. Le coaching n'est pas du conseil. En coaching, quand nous avons un message à transmettre, nous posons les questions qui amènent le coaché à réfléchir sur d'autres possibilités de voir les choses ou de les faire. Nous pouvons aussi proposer au coaché de faire un exercice qui va l'aider à la prise de conscience de ce qui lui échappe. Pour cela, il est essentiel de bien choisir les mots à employer dans notre séance de coaching, à savoir bannir je vous conseille, vous devez, il faut, et privilégier à la place je vous propose de, et bien sûr, veillez à ne pas conseiller le coaché après lui avoir dit je vous propose de. La différence entre conseiller et proposer, c'est que quand on conseille quelqu'un, on lui dicte quoi faire, alors que proposer, c'est plutôt inviter la personne à tester une façon différente de faire et l'inviter à supposer une autre façon de voir, tout en lui laissant bien sûr le choix et la liberté de décider elle-même ce qui lui convient le mieux. L'objet du coaching n'est pas de montrer à la chenille comment voler, mais bien de créer une ouverture afin qu'elle puisse y voir la possibilité. Par contre, le consulting, c'est du conseil et une transmission d'un savoir touchant une expertise précise en un domaine en particulier, comme c'est le cas d'un consultant en marketing, en management ou tout autre domaine. La différence entre coaching et psychothérapie, c'est que la psychothérapie est tournée vers les causes profondes passées du problème et le coaching est orienté vers des solutions et de nouvelles manières de penser, de faire pour atteindre un objectif. Tandis que la thérapie peut prendre des années, le coaching ne nécessite pas plus de quelques séances. En général, c'est aux alentours de 5 séances. Il y a 2 façons distinctes d'appréhender un problème. Chercher la cause dans le passé, le pourquoi d'une situation, et c'est l'accompagnement du psy. Et il y a chercher à en sortir au présent, le comment s'en sortir, et c'est l'accompagnement du coach. Le psychothérapeute, c'est un professionnel de la médecine douce. Il traite des personnes souffrant de troubles psychiques ou somatiques et il aide le patient à libérer des traumatismes du passé et à se comprendre soi-même pour atteindre un bien-être intérieur. Il traite la cause du problème.
Le psychologue, lui, il utilise une approche de psychanalyse basée sur l'écoute du patient pour traiter les troubles psychologiques. Il traite les symptômes du problème. Le psychiatre est un médecin traitant de graves maladies mentales sur une base médico-psychiatrique. Le coach ne doit pas traiter les cas qui relèvent d'un trouble psychique comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, l'autisme, la bipolarité, la schizophrénie, etc. C'est plutôt au psychiatre de traiter ces maladies.